Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos, et bienvenue dans notre émission. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse approfondie du rapport sur le développement dans le monde de 2021, réalisé par la Banque mondiale et intitulé « Des données pour une vie meilleure ». C'est exact. Et dans ce rapport, nous voudrions souligner 2 points essentiels pour les décideurs politiques qui nous écoutent. Exactement. Des choses que vous pouvez réellement utiliser. Le rapport est énorme, mais nous allons vous le résumer. Notre objectif est de fournir des connaissances exploitables, qui vont au-delà des grandes idées générales. Tout à fait. 2 domaines fondamentaux qui, selon nous, sont essentiels pour exploiter efficacement les données. D'accord, passons directement au vif du sujet. Point clé numéro 1, le besoin crucial d'investissement stratégique dans les infrastructures de données. Oui, c'est absolument fondamental. Nous parlons là de jeter les bases pour un accès équitable. Et, vous savez, de favoriser une véritable croissance économique. C'est exactement ça. Le rapport insiste vraiment sur le fait qu'une infrastructure numérique robuste n'est plus une option. C'est le fondement même de tout. Pour tout ce qui conserve les données et pour l'ensemble de l'écosystème en fait. Collecter des données, les échanger, les stocker, les traiter, les distribuer, etc. Le chapitre 5 du rapport explore cette question en profondeur. Et le rapport souligne, de manière assez frappante, les inégalités qui existent. D'énormes disparités non seulement entre les pays, mais aussi au sein même de ces pays. Il n'y a donc clairement pas de conditions équitables, ce qui a une incidence directe sur ceux qui bénéficient de toutes ces données. Absolument. Et cela est lié aux politiques de service universel, n'est-ce pas? Exactement. Elles étaient traditionnellement axées sur, disons, le déploiement du haut débit. Ou les efforts antérieurs en matière d'accès téléphonique. La Commission des Nations Unies sur le haut débit a même fixé un objectif ambitieux: atteindre un taux de pénétration du haut débit de 75% d'ici 2025. Ambitieux, en effet. Mais le rapport suggère que c'est plus complexe que d'atteindre un chiffre, n'est-ce pas? Eh bien, oui, les investissements passés ont contribué au développement des réseaux dorsaux en fibre optique et de la 3G. Mais pour les pays qui développent encore leur infrastructure, Il est difficile de passer directement à la 4G ou à la 5G. exactement, ce sont de véritables défis à relever pour eux. Et le rapport fait cette distinction utile avec l'écart de couverture. Oui, les zones où il n'est tout simplement pas viable, commercialement parlant, de fournir des services sans aide. Précisément. Il s'agit généralement de zones reculées. Et les leviers politiques deviennent donc importants dans ces cas-là. Et de quel type de levier parle-t-on? Des mesures sur lesquelles les décideurs politiques peuvent réellement influer. Mais il existe un autre écart, celui de l'utilisation. Celui-ci m'a vraiment frappé. C'est stupéfiant, non? 3,1 milliards de personnes en 2018 se trouvent à portée du signal, mais n'utilisent pas Internet. Alors qu'est-ce que cela signifie pour les décideurs politiques? Que se contenter de construire ne suffit pas? Loin de là. Il faut vraiment se concentrer de plus en plus sur les obstacles liés à la demande. Pourquoi les gens ne se connectent pas? Et le rapport identifie ceux qui sont laissés pour compte. Oui, une enquête menée dans 22 pays en développement a mis en évidence les personnes pauvres, les moins instruites, les personnes âgées et les femmes. Et le niveau d'éducation a le plus grand impact. Et de loin. Un bond de 35 points de pourcentage de l'utilisation d'Internet avec seulement un niveau d'éducation primaire montre où les interventions pourraient être les plus efficaces. Il s'agit donc de comprendre pourquoi. Le rapport donne des exemples comme les subventions pour l'achat d'appareils, comme au Costa Rica ou en Malaisie. Exactement. Cela montre comment une aide ciblée peut s'attaquer au problème de l'accessibilité financière pour les groupes à faible revenu. Et quelles autres mesures peuvent être prises en matière d'accessibilité financière? La réduction des taxes et des droits de douane sur les téléphones portables est un autre élément important, surtout dans les pays à faible revenu où ces taxes sont souvent les plus élevées. C'est logique. Et qu'en est-il de la lutte contre les inégalités entre les sexes et de la simple possession d'un appareil? C'est essentiel. Des politiques ciblées sont également nécessaires dans ce domaine. D'accord. Un autre point concernant les infrastructures, en particulier pour les nations à faible revenu, les infrastructures de données nationales, ou plutôt leur absence.
Oui, c'est le problème du tromboning, qui consiste à s'appuyer sur des installations situées à l'étranger. Ce qui signifie des coûts plus élevés et des vitesses de connexion plus lentes. Exactement. Et cela souligne l'importance stratégique des points d'échange Internet nationaux, les IXP. Comme les plateformes de trafic locaux qui permettent de maintenir la circulation des données au niveau local. Précisément oui. Cela réduit le besoin de routage de données sur de longues distances. Et le fait de colocaliser des centres de données avec eux aide encore plus. Ils obtiennent ainsi de meilleures performances et des coûts réduits. Et les décideurs politiques ont un rôle clé à jouer dans le développement de ces IXP. Absolument. De la facilitation initiale, peut-être par le biais d'un financement de démarrage, à l'encouragement des connexions. Même en imposant parfois la participation, si les acteurs dominants résistent. Potentiellement oui. Puis l'accent sera mis plus tard vers l'autonomie des politiques ouvertes et l'attraction de participants diversifiés comme les fournisseurs de contenu. C'est un rôle en constante évolution. D'accord. Cela brosse un tableau très clair de la situation en matière d'infrastructure. Passons à la deuxième idée clé. Il s'agit de renforcer la confiance et de permettre un partage responsable des données. Qui est tout aussi essentiel. Le rapport affirme que c'est indispensable pour tirer pleinement parti des avantages publics des données. Car la véritable valeur réside dans la possibilité d'utiliser et de réutiliser les données, n'est-ce pas? Exactement, à des fins différentes et par différents acteurs, mais cela dépend de ce que le rapport appelle un contrat social autour des données. Construit sur la confiance, l'équité et la démonstration de la valeur. Oui, les personnes et les organisations doivent avoir confiance dans le système. Mais il existe des obstacles à ce partage, n'est-ce pas? Des préoccupations. Absolument. Les inquiétudes concernant la protection des données et la sécurité sont tout à fait légitimes. Et aussi, comment ceux qui investissent dans la collecte de données peuvent-ils en retirer un certain bénéfice? Ce sont de véritables tensions auxquelles les décideurs politiques doivent faire face. Pourtant, le rapport présente des arguments solides en faveur de la suppression de ces obstacles. Quels sont les principaux avantages du partage? Eh bien, il identifie 3 principaux moyens pour améliorer la qualité de vie. Premièrement, de meilleures politiques et services grâce à des décisions plus éclairées. C'est logique. Deuxièmement, un meilleur ciblage des ressources, en particulier pour les groupes marginalisés, grâce à des données granulaires. Oui, pour identifier les besoins avec précision. Et troisièmement, renforcer la responsabilité des gouvernements et autonomiser les individus grâce à la transparence. Et avoir des données ouvertes aide dans ce domaine. L'exemple du Nigeria est frappant. Une étude sur l'eau a mené à la déclaration de l'état d'urgence et à l'élaboration d'un plan d'action. C'est un exemple clair où les données publiques ont influencé la politique. Mais ce qui est également intéressant, c'est l'exploitation des données privées. Les données collectées à des fins commerciales. Exactement. Elles offrent parfois une vue à plus grande échelle, ou sont plus actuelles et plus détaillées que les données publiques seules. Elles peuvent combler les lacunes. Comme l'utilisation des enregistrements des détails d'appels, les EDA, ou la télédétection pour prédire la pauvreté. Exactement. Et elles sont souvent plus rapides et moins coûteuses que les enquêtes traditionnelles. Le rapport note que des recherches menées au Rwanda ont montré que les EDA pouvaient prédire de manière fiable le statut socio-économique. Intéressant. Oui, et cela ne concerne pas que la pauvreté. Pensez à l'analyse des réseaux sociaux pour la sécurité routière, comme dans l'État de Washington. Il existe de nombreuses applications potentielles. Nous l'avons constaté pendant le Covid aussi, n'est-ce pas? Les données privées ont été utilisées pour la santé publique. Absolument. Les rapports de mobilité de Google ou l'indice de vitesse de connexion d'Ookla ont fourni des informations précieuses pour prendre des mesures de santé publique et planifier des infrastructures. Ce sont d'excellents exemples de partage intersectoriel. Mais même l'utilisation efficace des données publiques se heurte à des obstacles. Quels sont ceux identifiés dans le rapport? Il y en a plusieurs. Le manque de financement, l'insuffisance des capacités techniques au sein du gouvernement, des problèmes de gouvernance liés à la gestion des données, et parfois juste le manque de demande d'informations issues des données au sein des cercles politiques. Alors, comment les gouvernements peuvent-ils remédier à cela? Quelles mesures politiques peuvent-ils prendre? Il est essentiel d'investir dans les ressources humaines. Il faut former des statisticiens, des scientifiques spécialisés dans les données et améliorer la maîtrise des données à tous les niveaux. Et renforcer les institutions telles que les instituts nationaux de statistique. Oui, c'est essentiel pour la qualité, la fiabilité, l'accessibilité des données et le travail de base. Le rapport mentionne le système X-Road de l'Estonie comme modèle. Qu'est-ce qu'il rend spécial?
Il permet un échange de données sécurisées et transparent entre les bases de données publiques et privées. Et il repose sur le principe du « une seule fois ». Ce qui signifie que les citoyens ne fournissent les informations qu'une seule fois. Oui, les organismes autorisés peuvent ensuite y accéder en toute sécurité. Cela réduit considérablement la bureaucratie et améliore l'efficacité. C'est très pertinent pour les décideurs politiques qui réfléchissent au système de données. Cela semble révolutionnaire. Et qu'en est-il de l'aspect juridique, les cadres légaux pour la réutilisation des données? Ils doivent garantir la prévisibilité, promouvoir la transparence et la portabilité, lorsque cela est judicieux, mais aussi protéger les droits de propriété intellectuelle pour les données non personnelles. C'est un exercice d'équilibre. Et aussi aborder les questions éthiques, comme le consentement éclairé, en particulier compte tenu des niveaux variables de culture numérique. C'est un défi majeur, en effet. Et les inquiétudes grandissent quant à l'utilisation potentielle des données anonymisées pour profiler des groupes. La législation doit continuer d'évoluer. Surtout avec les algorithmes qui prennent des décisions de plus en plus automatisées, il est clair que des questions de partialité et de transparence se posent. Exactement. De nouveaux défis réglementaires émergent et nécessitent une réflexion approfondie afin de garantir l'équité et la responsabilité. D'accord, pour finir, le rapport évoque des facteurs favorables au partage des données. Sur quoi les décideurs politiques devraient-ils se concentrer? Des éléments tels que des lois solides sur les transactions électroniques, des politiques d'ouverture des données, des régimes d'accès à l'information, des licences ouvertes et claires, ainsi que des intermédiaires de données peuvent également jouer un rôle. Et des aspects techniques aussi. Absolument. Promouvoir l'interopérabilité grâce à des normes communes est essentiel. Renforcer les droits à la portabilité des données, s'assurer que les données sont structurées et lisibles par machine, sont tous des éléments essentiels à l'écosystème. Donc, pour conclure, 2 idées étroitement liées se dégagent pour les décideurs politiques qui nous écoutent. Effectivement. Premièrement, la nécessité absolue d'investissements stratégiques et ciblés dans les infrastructures de données pour l'équité et la croissance. Oui, on ne saurait trop insister là-dessus. Et deuxièmement, il faut s'employer activement à instaurer la confiance et à mettre en place des mécanismes de partage responsables des données afin de tirer pleinement parti de ces énormes avantages pour la collectivité. Et l'un ne va pas sans l'autre, n'est-ce pas? Les infrastructures permettent le partage, et le partage multiplie la valeur des infrastructures. Cela montre clairement la manière dont les décisions politiques façonnent l'ensemble de l'écosystème des données, qui a besoin à la fois d'une infrastructure solide et d'une véritable confiance du public. C'est très bien dit. Les décideurs politiques ont beaucoup de choses à considérer. Voilà, cela conclut notre analyse approfondie d'aujourd'hui sur ces 2 idées clés tirées du rapport de la Banque mondiale. Merci de nous avoir guidés à travers ce sujet. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.